Bonjour, alors qu'est-ce qu'il faut attendre pour 2019 et les années qui viennent du marché baissier qui semble commencer à se mettre en place? Alors j'avais publié dans le cadre de la lettre PEA que je propose un graphique avec effectivement dedans des objectifs ultimes du marché baissier potentiel qui étaient particulièrement bas, à savoir un retour des indices à leur niveau du début des années 90, environ 400 points pour le SP500 et 1500 points pour le CAC. Bon, certains abonnés de la lettre se sont étonnés, je les comprends tout à fait, de cette prévision, en me demandant mais comment c'est possible économiquement d'imaginer de tels objectifs. Alors je vais dans cette vidéo essayer de répondre complètement à cette question et d'aller même plus loin en termes d'évolution sociale qu'on peut attendre dans les années qui viennent. D'abord sur le moteur, à mon avis, qui fait avancer, qui explique les évolutions des sociétés humaines depuis la nuit des temps, je crois vraiment dans l'explication en grande partie endogène, comme Prechter et d'autres auteurs, c'est-à-dire que pour moi, ce qui fait bouger les sociétés, ce sont des vagues d'évolution dans le sentiment de foule, donc en quelque sorte une alternance de phase optimiste et de phase pessimiste. Les excès d'optimisme expliquant ensuite ou provoquant même les excès de pessimisme qui suivent et inversement. On retrouve cette idée chez des économistes comme Minsky, par exemple, qui explique que ce qui est à l'origine des crises, c'est souvent les excès d'optimisme, les excès d'euphorie qui sont associés à la vague de croissance qui précède. Alors cette interprétation, elle est absolument pas complotiste, je ne suis absolument pas adepte des théories du complot, pour une raison très simple, c'est que aucun cerveau, quel qu'il soit, ou aucun groupe de cerveaux, quelle que soit leur intelligence, quel que soit leur QI, n'est en capacité de prévoir l'évolution d'une société humaine de plusieurs milliards d'habitants. On est dans un système chaotique qui est exactement de même nature que, par exemple, le système atmosphérique et les prévisions météo. On sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas prévoir l'évolution du temps à plus d'une quinzaine de jours et que même si on avait des milliards de stations d'observation dans le monde et des ordinateurs absolument parfaits, on ne serait pas en capacité de faire une prévision fiable au-delà de 25 jours, par exemple. Donc, prétendre que quelqu'un quel qu'il soit, même, je ne sais pas, un extraterrestre, rothschildien, ce que vous voudrez, un terrible juif franc-maçon ou tout autre bouc émissaire que vos fantasmes pourraient vous proposer, croire que ces personnes seraient en état de comploter contre nous, c'est-à-dire de prévoir et d'anticiper des tendances sociales à des échéances de 20 ans, 30 ans ou plus, c'est complètement absurde, c'est complètement impossible, parce que ça demanderait une capacité de prévision qui est hors de portée de qui que ce soit. Donc cette interprétation qui est basée sur le sentiment de foule, elle me semble par contre beaucoup plus naturelle, beaucoup plus simple. Je vais en expliquer un petit peu les bases, qui sont ici la théorie de Prechter. Donc Prechter estime que les marchés ont une nature chaotique et fractale. Ça a été quand même démontré par pas mal d'études scientifiques, notamment celle de Mandelbrot. Et dans ce cadre, chaque impulsion haussière se divise en 5 vagues. Donc on a un exemple ici, vous voyez, sur la vague haussière qui va de 2009 jusqu'à 2018, avec une première vague ici, qui est la vague des pionniers, donc 2009-2010, à laquelle très peu de monde croit. Lorsqu'elle se produit, on estime que c'est juste un rebond technique de la tendance baissière précédente et que la crise va reprendre. Ensuite, on a une première correction qui est la vague 2, et pendant cette vague 2, en général, la majorité des opérateurs se dit on est reparti pour un deuxième tour de crise et pour la poursuite de la crise précédente. Je vous avouerai honnêtement que moi aussi, au moment de la crise européenne 2011-2012, j'estimais que c'était tout à fait crédible qu'on reparte
beaucoup plus bas qu'en 2009 vers un deuxième tour de crise. J'avais pas encore à ce moment-là les outils que je propose dans le grand accélérateur notamment pour prévoir ce genre de choses. Une fois que cette vague 2 est terminée, on part sur le cœur de tendance, c'est-à-dire la vague 3, pendant laquelle l'impulsion haussière va être reconnue par la majorité du marché. Là, progressivement, tous les opérateurs du marché vont se mettre à croire et à participer progressivement à cette nouvelle tendance. C'est pendant la vague 3 qu'on observe les fondamentaux les plus forts, la vraie création de richesse, la vraie croissance du cycle. On a ensuite une chute temporaire qui est la vague 4 et une dernière vague de croissance ensuite qui est celle qu'on peut appeler la vague de distribution pendant laquelle les fondamentaux vont commencer à s'affaiblir. On commencera à avoir aussi de plus en plus d'excès d'euphorie, de prise de risque inconsidérée, de croissance du crédit anormal à ce moment-là, de spéculation. Et là, les derniers participants, les moins au courant, les moins intelligents en quelque sorte du marché, vont rejoindre la tendance en espérant gagner eux aussi de l'argent. En fin de vague 5, on observe en général de grosses divergences de tendance. C'est là que les fondamentaux, que les oscillateurs vont entrer en divergence, comme le RSI. Sur la vague 5 de 2018, sur les indices américains, notamment, on a eu aussi un manque d'accompagnement du reste du monde. Les pays émergents sont entrés en baisse, l'Europe est entrée en baisse. Donc, la tendance de fin de vague 5 est toujours beaucoup plus faible. Alors ça, c'est pour une théorie générale. Comme les marchés sont de nature fractale, on a des vagues de ce type à toutes les échelles de temps. En fait, on a des vagues de hausse qui peuvent durer 10 minutes, des vagues de hausse qui peuvent durer une journée, plusieurs années comme celle-ci, et on a à l'autre bout de l'échelle des vagues de hausse qui durent aussi des siècles et également des corrections qui durent très longtemps. Dans la formation du grand accélérateur, je parle pas mal déjà de vagues de marché baissier, ce qu'on appelle séculaires, qui vont arriver 2, 3 fois, 4 fois par siècle, avec des durées de 10 à 20 ans. Mais on a des choses encore plus longues. On a des marchés baissiers ou des corrections qui peuvent durer parfois 50 à 100 ans. Donc on parle à ce moment-là de vagues de grands supercycles. Alors voilà par exemple une interprétation possible pour une vague de grands supercycles qui était proposée par Prechter au début des années 2000. On a ici une première vague de hausse, une vague 1, suivie par une longue période de correction, donc de 1720 jusqu'à 1790. Là, il s'agissait de l'indice action anglais. Ensuite, la vague 3 de ce grand supercycle qui a démarré en 1790 et qui potentiellement serait en train de s'arrêter aujourd'hui. Bon, je vais vous en donner quelques justifications possibles plus tard. Au sein de cette grande vague de supercycle 3, on a le cœur de tendance ici, on va dire du milieu XVIIIe siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ou plutôt jusqu'à la crise de 1929-32. Et cette vague 3, c'est vraiment le cœur de tendance, c'est-à-dire la phase la plus forte de l'ère industrielle, où on peut dire que le rythme de croissance de la civilisation occidentale a atteint son apogée. Lorsqu'on est sur des échelles de temps aussi longues, évidemment, donc ces vagues de hausse et de baisse ne concernent pas du tout que le marché, mais elles concernent l'ensemble de la société. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, les progrès sociaux, la société est influencée directement par l'humeur, le sentiment de foule dominant. Et donc, dans ces cœurs de tendance de vague 3, on a véritablement le moment où le sentiment de foule est le plus optimiste, le plus enthousiaste. Les civilisations qui sont en situation comme ça de cœur de tendance, elles ont deux caractéristiques. Une volonté d'expansion, alors ça peut être soit de façon agressive, de la colonisation, ou bien de l'expansion par volonté de convertir d'autres peuples à ces valeurs. Donc une confiance absolue dans le fait qu'elles sont les meilleures. En quelque sorte, je n'ai aucun jugement moral là-dessus, je suis juste en train d'expliquer des tendances qui peuvent nous être utiles à l'échelon individuel pour prévoir le futur et pour agir en conséquence.
Et deuxième caractéristique, c'est une volonté de gagner du contrôle sur la nature, d'aménager la nature à son profit pour en retirer un maximum de confort. Vous avez ici un tableau d'un artiste de la fin du 19e siècle, John Gast, qui est très caractéristique, qui est un excellent exemple de ce sentiment de foule, de cœur de vague 3 pour une civilisation. Donc c'est la conquête de l'Ouest américaine. Donc vous voyez ici, tous les éléments de la conquête de l'homme sur la nature sont présents. La conquête des Américains face aux autres civilisations ici, présent aussi dans le tableau. Donc confiance totale dans les valeurs de la civilisation dont on fait partie, sans la moindre remise en cause. Quand on arrive, et c'est là que je vais justifier un petit peu ce que je vous disais, ma conviction qu'on est véritablement très proche de la fin de cette vague 3 de grands supercycles, avec des vagues 5 et des sous-vagues 5 qui s'accumulent. Quand on est en fin de tendance haussière majeure comme ça, donc le sentiment de foule se dégrade progressivement parce que la tendance sous-jacente faiblit. Et la confiance dans les capacités de sa civilisation à continuer à aller de l'avant, à faire des progrès, diminue très fortement. Donc ça peut donner, vous voyez, des choses comme ça. Là, on a une bonne illustration de la confiance de notre président dans sa civilisation. Ou alors, ça peut donner également des choses comme ça, où vous avez ici 1,5 million de bobos qui se mettent à paniquer à l'idée que les températures de notre planète pourraient monter éventuellement dans quelques décennies de 2 ou 3 degrés, ce qui, entre parenthèses, ne poserait concrètement pas le moindre problème à l'humanité. On a déjà eu des tas de situations de climat plus chaud dans le passé récent, dans le passé géologique récent. Les miens, par exemple, il y a 125 000 ans, et il est évident que notre planète pourrait parfaitement supporter une hausse de 2, 3, 4, 5 degrés, si vous voulez, sans que ça pose de problème majeur à l'humanité. Mais là, on a véritablement, avec l'alarmisme climatique, un exemple type de manque de confiance d'une civilisation en fin de vague 5. Alors les implications pratiques de ce scénario, c'est-à-dire fin de grand supercycle, d'un grand supercycle qui se construit depuis les débuts de l'ère industrielle en fait, ça serait l'établissement d'une correction de plusieurs décennies, 50, 60 ans ou plus, donc d'un marché baissier vraiment puissant, potentiellement encore plus puissant que celui de la crise de 1929-32. Alors quand on dit marché baissier de plusieurs décennies, ça ne veut pas dire qu'on va passer 50 ou 60 ans à voir les indices baisser de 20%, 30% chaque année et que ça va être un carnage total pour les investisseurs. Si vous regardez le précédent ici marché baissier de très longue durée sur les actions anglaises, en fait, on voit que ça ressemble plutôt à une très longue phase horizontale, très longue phase de correction après une chute brutale. Là, c'est l'implosion d'une bulle spéculative, mais c'est tout à fait ce qui peut se passer aussi pour nous sur les prochaines décennies. Donc, on peut avoir des successions de marchés baissiers de moins 60, moins 80%, assez violents quand même, et suivi de phases de hausse de plusieurs années, voire même de 10 ans, 15 ans, pendant lesquelles la prospérité reviendra temporairement. Alors, ce que je vous raconte là, maintenant, ce genre de graphique, ça n'est pas très très précis. Je dirais que même, quand on est sur des durées de 300 ans comme ça, on peut se tromper de 10 ou 20 ans. Et bon, du point de vue d'un investisseur, c'est quand même gênant de se tromper de 10 ou 20 ans. Prechter, par exemple, au début des années 2000, pensait vraiment que le cycle allait dégringoler tout de suite. Ça ne s'est pas produit, on est en 2018 et vous voyez, les indices européens ne se sont toujours pas remis de ce qui s'est passé en 2000. Le CAC est à 5000 points aujourd'hui, ou même moins de 5000 maintenant, on est plutôt à 4500 alors qu'on était à 7000 en 2000. Mais les indices américains sont nettement plus hauts que leur niveau de 2000. Alors pourquoi, malgré tout, je pense qu'on risque de partir dans un grand marché baissier maintenant? Je vais vous détailler les raisons. La première raison de long terme, c'est qu'on est dans une situation de bulle de crédit qui n'a pas de précédent depuis le début de l'ère industrielle. On est à la fin d'un cycle haussier qui dure depuis plusieurs siècles. On est donc au sommet d'un excès d'optimisme de très très longue durée.
qui a construit cette bulle de crédit historique. Alors cette bulle de crédit, elle concerne l'ensemble des pays, hein. On est, vous voyez ici, à l'échelle du monde entier, aussi bien les États-Unis que l'Europe, que la Chine notamment. Et sur la Chine, on a vraiment eu des signes de dégradation très rapides depuis 2009. On était ici pour la dette du secteur non financier à 140% du PIB en 2008 et on est maintenant à 250-260%. Ce sont des ratios extrêmement élevés, hein, 260%, c'est sensiblement la même chose que les États-Unis avant la crise de 29-32. Si on prend en compte le secteur financier, la dette totale donc de l'ensemble des économies du monde, c'est 327% du PIB. Et là encore, on est au-dessus des ratios de la crise de 1929 aux États-Unis. Donc ça, c'est pour le tableau à long terme. À plus court terme, on a une accumulation de facteurs très défavorables sur les marchés pour les 2 ans qui viennent. Le premier facteur majeur, c'est que les banques centrales sont en train de couper leurs efforts de quantitative easing. Donc, on a de moins en moins d'injections de liquidités dans le système financier. Vous voyez, on est ici, en termes de croissance du bilan des banques centrales à l'échelle du monde, on est retombé au niveau zéro. Tout ce qui a généré donc la vague de hausse 2016-2017, c'était d'abord une grosse expansion du bilan des banques centrales, BCE et Banque du Japon notamment. Le facteur ne sera plus présent en 2019-2020. Second facteur qui a énormément favorisé les actions, c'est les buybacks, donc les rachats d'actions par les sociétés. On va culminer pour l'année 2018 à ce niveau-là, un niveau proche de 1000 milliards de dollars. C'est une valeur sans précédent historique là aussi, facteur qui risque de ne plus être renouvelable sur les années qui suivent. On a ensuite un niveau de marge anormal et historiquement élevé sur les sociétés américaines. Au pic de la crise de 2000, vous voyez ici, on avait un taux de marge de 7%. En marge opérationnelle, on était à 8,5 en 2007 et actuellement, on est arrivé à 10. Ces niveaux de marge, ils ne sont soutenables que par 2 facteurs. On a eu des baisses d'impôts de l'administration Trump sur 2017 et 2018 qui ont beaucoup soutenu le marché. Il ne peut plus, il a déjà énormément baissé les impôts, il ne pourra pas encore les baisser plus, donc on n'aura pas de source de profit supplémentaire de ce côté-là pour améliorer encore ses marges. Et deuxième facteur extrêmement favorable, c'est le niveau exceptionnellement bas des taux d'intérêt dans le monde entier. Et là aussi, ces taux sont en train de remonter aux États-Unis, donc on risque d'avoir une orientation des marges à la baisse. Donc on aura en 2019 et 2020 une accumulation de facteurs beaucoup moins favorables qui ne l'étaient en 2016, 2017 et 2018, le tout sur une situation qui est un vrai baril de poudre avec une grosse surévaluation des actions américaines ici. Donc ici vous avez le ratio de capitalisation entre l'indice des actions américaines au sens large, Wilshire 5000 sur le PIB. Vous voyez qu'on est au niveau des années 2000 et même légèrement au-dessus. Le Shiller-PE ratio est très haut aussi, on est à 26 encore, malgré la baisse récente des indices américains. On est revenu au niveau des années 2007 et on est quasiment au niveau de la crise de 1929. Ce niveau a été dépassé une seule fois lors de la bulle géante des années 2000. Et pour la première fois dans l'histoire, sur ce baril de poudre, les banques centrales n'ont pas de levier d'action pour la première fois. Ce sera la première crise, si elle se produit, qu'on aborderait avec, par exemple, la Banque centrale européenne à taux zéro, sans aucun moyen de baisser les taux plus bas. La Banque centrale américaine a reconstitué un tout petit peu sa marge de manœuvre, mais elle reste très faible, aux alentours de 2,5%, alors que sur les récessions précédentes, on était à des niveaux de 5-6% ou plus. Donc vous le voyez, on a quand même beaucoup de paramètres qui font qu'une crise à venir serait potentiellement particulièrement violente et à caractère exceptionnel, sans doute plus fort qu'en 2008. Et maintenant, je vais en revenir à mon estimation, à mon objectif potentiel qui semble absurde de 400 points sur le SP500.
Donc un marché baissier séculaire banal, complètement classique, qui arrive, on va dire, 3 fois par siècle, c'est une baisse des indices en monnaie constante, hein, cette fois-ci corrigée de l'inflation, de l'ordre de 60 à 90% selon les cas. On a ici, par exemple, un marché baissier qui n'avait rien d'extraordinaire, rien d'exceptionnel, le marché baissier de 1966 à 1981. Vous voyez qu'en dollars constants, les indices américains sont passés de 7600 points ici à 2156 points. Donc ils ont été en gros divisés par un facteur 3,5. Au début de ce marché baissier séculaire, vous voyez le Shiller-PE ratio était aux alentours de 24, donc sensiblement au même niveau que maintenant. Et voilà, et on a eu quand même cette baisse exceptionnelle. Si on divisait aujourd'hui le SP500 par 3, il serait ramené aux alentours de 800 points. Donc ça ferait déjà une baisse quand même assez sévère. On n'est pas encore à mon objectif de 400 points, effectivement, mais ça, c'est ce que je vous dis pour le cas d'un marché baissier séculaire classique. Maintenant, ce qui pourrait amener le SP500 à 400 points, comme je vous dis, c'est le caractère particulier et exceptionnel de la crise actuelle, parce qu'on a une accumulation de déséquilibres dans le système, de surendettement notamment, qui fait que la situation aujourd'hui est potentiellement bien plus mauvaise qu'elle ne l'était au milieu des années 60, par exemple. Vous noterez que sur le CAC 40, mon objectif, là aussi, de retour au niveau du début des années 90, c'est-à-dire 1500 points, n'a rien d'extraordinaire. Là aussi, il s'agit de diviser par 3 l'indice. Ça serait juste un marché baissier relativement banal si on le compare au marché baissier historique des autres pays qui ont pu être observés au cours du siècle écoulé. Le PE, alors pourquoi je suis un petit peu moins baissier sur le CAC que sur le Dow, c'est parce que tout simplement on part d'un niveau de valorisation qui est quand même beaucoup plus raisonnable que les États-Unis en ce moment. On est à un PER en ce moment de 12. Alors, ce n'est pas un PER ajusté comme le PER de Shiller, c'est-à-dire une moyenne sur 10 ans ajustée des effets de cycle. Là, c'est le PER instantané donc de l'année 2018. Il est clair que si on part vers une grosse récession, les bénéfices des sociétés vont fondre beaucoup. Et à ce moment-là, si on arrive à un niveau de PER de 6 ou 7, comme ce serait logique en point bas de crise, l'indice CAC, il ne va pas être divisé simplement par 2, mais par beaucoup plus, parce que les bénéfices des entreprises vont chuter en même temps. Mais effectivement, si on regarde ce graphique, on est aujourd'hui sensiblement au même niveau de PER sur les valeurs françaises qu'on était ici à la fin de l'année 2007. Alors, est-ce qu'il y a des scénarios alternatifs à celui que je développais avant dans cette vidéo? Bien sûr que oui. Le second plus probable qui pourrait arriver, c'est le scénario japonais, c'est-à-dire que les marchés, à ce moment-là, acceptent, les opérateurs de marché gardent confiance dans le système et acceptent que le niveau d'endettement, notamment des États, soit en expansion quasi infinie. C'est le scénario japonais. On serait à peu près à ce niveau-là en ce moment sur les économies européennes, après le premier crash des années 2000. Et si on a un scénario japonais, on va avoir une succession de vagues de baisse de l'ordre, vous voyez au Japon c'était moins 50, moins 60%, et de vagues de rebond dans un vaste range horizontal qui durait 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, jusqu'à une sortie de cette situation. Alors ce scénario japonais, je ne l'exclus pas, je considère simplement qu'il est moins probable que le précédent, c'est-à-dire une crise dure. J'accorde une probabilité de l'ordre de 60-70% au scénario de crise dure, et pour le scénario japonais, une probabilité de l'ordre de 20-25% pour le moment. Pour quelle raison? Tout simplement parce que le Japon, pendant les années 90 et 2000, a bénéficié d'un contexte très favorable, c'est-à-dire de croissance forte du reste du monde, qui lui a permis de se maintenir à flot. Lorsque la bulle japonaise a implosé au début des années 90, le reste du monde n'était pas du tout dans la même situation que le Japon,
Et le Japon avait aussi un autre atout, c'est d'avoir une économie fortement exportatrice, un secteur manufacturier puissant, qui lui a permis d'obtenir des rentrées de devises, une balance commerciale excédentaire, qui permettait de compenser ces déficits budgétaires. Aujourd'hui, inutile de vous dire que l'Europe et les États-Unis ne sont absolument pas dans cette situation. Leur industrie manufacturière est plus faible, à l'exception notable de l'Allemagne quand même. Et surtout, on n'aura pas de reste du monde en croissance. Comme je vous l'ai dit, la Chine est vraiment dans une situation de fort surendettement aussi. Donc potentiellement, on risque d'avoir une récession généralisée qui serait plus grave à ce moment-là que ce qu'a connu le Japon dans les années 90-2000. Je garde en tête quand même aussi une toute petite probabilité, mais alors vraiment pas grand-chose, 5 à 10%, mais bon, qui peut quand même se réaliser, d'un rebond haussier, d'un nouveau plus haut général de tous les indices sur 2019-2020, qui serait un ultime sursaut du cycle de croissance actuel. Je n'y crois pas beaucoup parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de facteurs défavorables qui s'accumulent sur les marchés, les buybacks qui disparaissent, les liquidités des banques centrales qui s'assèchent, les taux d'intérêt qui remontent. Mais je suis malgré tout, dans mes prévisions pessimistes en ce moment, un petit peu moins sûr de moi que je ne l'étais en mars 2007, lorsque j'écrivais sur Tropical Bear que la crise allait se déclencher incessamment sous peu, parce que j'ai moins de signaux d'alarme immédiats quant à l'arrivée d'une récession aux États-Unis. Toutes les récessions précédentes aux États-Unis, on avait eu des signaux d'inversion claire de la courbe des taux. En 2000, ici en 2006-2007, et là, on en approche, on est tout près, mais on n'y est pas encore tout à fait. Du coup, est-ce que les indices peuvent rebondir encore pendant un an ou deux, vu la configuration graphique qu'ils ont en ce moment, qui est exceptionnellement mauvaise, là aussi historiquement mauvaise, avec un mois de décembre qu'on n'a pas vu depuis 1931. J'y crois pas, mais vu les indicateurs fondamentaux que j'ai, je ne peux pas exclure complètement ce scénario. De toute façon, en tant qu'investisseur et trader de long terme, on ne doit jamais s'enfermer dans un scénario si le marché nous donne tort. L'intelligence, c'est aussi de savoir reconnaître à temps quand le marché nous donne tort et de changer à ce moment-là son fusil d'épaule si c'est nécessaire. Voilà pour ces tendances de long terme que je voulais partager avec vous. En résumé, je pense qu'on a quand même, en scénario le plus probable, devant nous un marché baissier historique, donc d'intensité qu'on n'a pas vu depuis sans doute un siècle. Et évidemment, associé à ce marché, de profonds bouleversements sociaux et économiques sur l'ensemble des économies développées pour les 10-15 ans qui viennent, avec donc des situations potentiellement particulièrement dangereuses pour les investisseurs, mais aussi des opportunités exceptionnelles comme toute situation de crise peut en proposer.